Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au sommaire, après son accord de financement conclu avec le FMI, le Ghana doit désormais restructurer sa dette, estimée à des milliards de dollars. Problème, ses créanciers privés veulent être remboursés intégralement. Face à l'inflation et aux taux d'intérêt élevés en raison de la faiblesse de la monnaie locale, le Zimbabwe est obligé d'adopter le dollar américain abandonné en 2019. Le retour du billet vert est déjà manifeste. Jusqu'à 77% de toutes les transactions ont été réglées en dollars au premier trimestre 2023. Et puis, comment le secteur privé peut-il soutenir la zone de libre-échange continentale africaine? Le sujet est au cœur de la rencontre des principaux chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs africains à Abidjan. Merci de vous joindre à nous. Depuis son indépendance, le Ghana a frappé 17 fois à la porte du FMI, soit une fois tous les 4 ans en moyenne. Cette année, Accra devait bénéficier d'un plan de sauvetage de la part de ce bailleur multilatéral. Reste à ses dirigeants d'obtenir l'allègement d'une dette de plus de 22 milliards de dollars, alors que les privés qui détiennent une partie de cette ardoise veulent être payés en totalité. Le Fonds monétaire international a déboursé 600 millions de dollars. Il s'agit de la première tranche d'un prêt de 3 milliards de dollars destiné à aider le Ghana à stabiliser ses finances. Selon Accra, les fonds seront utilisés pour renforcer les réserves de devises étrangères du pays et pour protéger le cédis d'une nouvelle dépréciation. Le pays d'Afrique de l'Ouest doit maintenant convaincre ses créanciers extérieurs de restructurer une partie de sa dette à hauteur de 22 milliards de dollars. 76% de la dette extérieure du Ghana est détenue par des privés, dont des détenteurs d'obligations, suivis par les banques multilatérales de développement, puis par le Club de Paris et la Chine. Le Ghana peine à obtenir un accord sur l'allègement de sa dette depuis qu'il a failli à ses obligations de remboursement, rendant ses bailleurs réticents à toute concession, sans parler de la géopolitisation de la dette. Accra doit également se plier aux conditions strictes du FMI qui prévoit des réductions des dépenses publiques et une augmentation des tarifs des carburants et de l'électricité, ce qui aggravera encore les difficultés des ménages déjà confrontés à une inflation élevée. Professeur Theophilus Acheampong est économiste et chercheur invité à l'Africa Policy Research Institute. Merci pour votre temps, professeur. Le Ghana a plusieurs créanciers. Que demande-t-il et qu'est-ce qu'Accra est prêt à offrir? Ce que le Ghana veut faire au cours des 3 ou 4 prochaines années dans le cadre du programme du FMI, c'est obtenir jusqu'à 10 milliards et demi de dollars d'allègement de la part des créanciers, soit plus de la moitié des 20 milliards de dettes extérieures que le pays cherche à restructurer. Cela représente environ 2,6 milliards de dollars par an que le Ghana espère obtenir sous la forme d'un allègement ou d'un sursis de la part de ses créanciers. Le Ghana peut-il obtenir un accord favorable dans les conditions actuelles? Le gouvernement économisera-t-il de l'argent en restructurant sa dette? Cela sera un peu difficile parce que nous avons vu des cas similaires avec des pays comme la Zambie. Il y a eu des contestations majeures sur la manière dont nous traitons certains groupes de créanciers. Tout d'abord, dans le cas du Ghana, vous avez ces obligations massives, la dette commerciale que vous devez traiter. Je pense donc que le chemin à parcourir sera très difficile dans la mesure où les 2,6 milliards de dollars qu'ils doivent obtenir chaque année ne seront probablement pas suffisants. Et ce n'est que sur la base de certains éléments que nous avons observés dans d'autres pays qui ont tenté de s'engager dans cette voie. Vous l'avez dit, le plus grand pourcentage de la dette extérieure que le Ghana cherche à restructurer est détenu par les privés. Dans quelle mesure cela complique-t-il les chances de parvenir rapidement à un accord?
Oui, cela rend les choses assez difficiles en grande partie parce que, encore une fois, la plupart de ces créanciers commerciaux ont des obligations fiduciaires envers leurs actionnaires, mais aussi parce que le Ghana est d'une certaine manière en défaut de paiement des intérêts sur un certain nombre de ses obligations de la dette depuis décembre de l'année dernière. Cela rend le processus beaucoup plus compliqué et vous savez, le Ghana a déjà indiqué qu'il envisageait des décotes de l'ordre de 30 à 50%. Je pense que la pilule va être dure à avaler pour un certain nombre de ces créanciers commerciaux. Professeur, le Ghana a fait défaut. Il n'a plus aucune crédibilité en tant que débiteur. Lorsqu'il décidera de se tourner à nouveau vers le marché monétaire, à quel accueil aura-t-il droit? S'ils ont réussi à mettre en œuvre les réformes structurelles dans le cadre du programme du FMI et à asseoir l'économie sur des bases solides, et si au cours des 2 prochaines années, les taux d'intérêt mondiaux commencent à s'améliorer et qu'il y a beaucoup plus de sentiments pour la dette des marchés émergents, alors je vois la possibilité pour le Ghana de revenir sur le marché pour emprunter. Ce qui serait également utile à cet égard, et c'est l'une des principales conditions du programme du FMI, c'est que le Ghana doit modifier ses lois sur la responsabilité fiscale et qu'il doit également introduire un plafond d'endettement. Ainsi, il ne sera plus possible d'emprunter sans limite, mais les emprunts seront soumis à un certain nombre des contrôles légaux. Professeur Théophilus Acheampong, merci beaucoup. Merci. Depuis 2009, le Zimbabwe a adopté plusieurs monnaies, dont le dollar américain, pour tenter de lutter contre l'inflation. Il y a 4 ans, Harare repartait vers la monnaie locale, mise à mal par l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Fabricants, détaillants et fournisseurs préfèrent le dollar américain et seule une petite partie des transactions est effectuée dans la monnaie locale. Au Zimbabwe, les députés militent pour le retour du dollar américain comme monnaie officielle face à l'hyperinflation. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2009 où le pays avait dû abandonner sa propre monnaie. Ce député indépendant ne voit aucune autre solution. Le plus grand coupable, c'est le gouvernement. Nous devons arrêter d'être des clowns. Nous devons arrêter ce cirque. Il faut le faire. La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est une réalité. Les gens meurent dans les hôpitaux sans médicaments. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Il est important pour nous de stabiliser l'économie en utilisant le dollar américain. Officiellement, il faut 1000 $ zimbabwéens pour un billet vert et les produits vendus en monnaie locale ne sont plus à la portée de toutes les bourses. Nous sommes payés en monnaie locale via des transferts mobiles, mais avant tout retrait, vous constatez que l'argent a perdu de sa valeur et que le taux de dollar américain a augmenté et presque partout où vous allez, les gens exigent de payer en dollars américains. La dynamique actuelle, je peux la constater au niveau de la monnaie locale. Rien qu'en mai, elle a perdu plus de 50% de sa valeur et pourtant, il semble que la monnaie a baissé de plus de 7%. Je conseille donc au gouvernement de réduire les dépenses, de les limiter. Ils doivent dépenser dans nos limites et il faut aussi une discipline de la part de ceux qui impriment de l'argent à outrance. Cela augmente la liquidité et alimente la spéculation et le dépassement des taux de change dans l'économie. En mai, le Zimbabwe a introduit une monnaie numérique adossée au cours de l'or pour lutter contre la dépréciation, mais cette mesure n'a pas eu l'effet escompté. La zone de libre-échange continentale africaine est censée accroître le commerce intra-africain. Mais pour exploiter pleinement le potentiel de la zone, l'industrie manufacturière locale doit connaître un essor spectaculaire. L'agro-industrie a été identifiée comme l'un des secteurs les plus viables. Lors de l'Africa CEO Forum qui s'est tenu à Abidjan du 5 au 6 juin 2023, un panel décrivant le projet de zone de libre-échange continentale africaine comme une nouvelle ère a permis aux décideurs du continent d'explorer les points clés relatifs à la transformation agricole et à l'échange commercial intra-africain. Bien que la ZLECAf peine à s'établir concrètement, le gouvernement ivoirien lui reste optimiste et prépare déjà la Côte d'Ivoire à se positionner comme un hub économique remarquable.
La ZLECAf constitue un atout important à l'effet de donner cette visibilité-là, je veux dire, aux entreprises industrielles. Raison pour laquelle il faut, pour que cela puisse être investi dans les parcs industriels, pour pouvoir attirer des investisseurs internationaux ou des investisseurs locaux pour transformer nos matières premières et pouvoir les vendre en fait à l'échelle du continent africain. C'est tout cela que nous sommes en train de préparer à l'effet que la Côte d'Ivoire soit humble en termes d'agribusiness, etc. Par ailleurs, le ministre ivoirien du Commerce a signé 2 protocoles d'accord avec des acteurs du secteur privé présents durant l'Africa CEO Forum, tous dédiés à l'aménagement de sites industriels. Avec toutes ces actions, le gouvernement ivoirien entend contribuer à la mise en œuvre effective du projet de la ZLECAf. Selon la Banque mondiale, il pourrait permettre aux pays africains de faire sortir de l'extrême pauvreté 30 millions d'habitants et créer 18 millions d'emplois supplémentaires sur le continent d'ici 2035. Voilà qui conclut cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité se poursuit sur Africa News et en ligne. Rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.